Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Conférence de presse des centrales syndicales du Bénin ce jeudi. Les secrétaires généraux de ces différentes associations syndicales dénoncent, selon leurs propos, certaines situations fâcheuses qui ont cours dans le pays. Présidentielle américaine, le troisième et dernier débat entre Clinton et Trump a eu lieu dans la nuit de ce mercredi au jeudi. Et puis, les compositions des différents groupes de la phase finale de la CAN 2017 sont connues. Le tirage au sort s'est déroulé ce mercredi au Gabon. Bienvenue dans ce journal. Les centrales syndicales ont donné de la voix cet après-midi. Ils ont organisé une conférence de presse, objectif tiré sur la sonnette d'alarme par rapport à une série de situations fâcheuses qui, selon eux, ont cours ces derniers jours au Bénin. Il s'agit de la suppression des 1045 agents contractuels du MAEP, de l'interdiction des activités des associations estudiantines et le relèvement de leurs fonctions de 618 directeurs d'écoles primaires publiques. La COSI, la CSA, la CSTB, soutenue par l'UNSTB, entendent mettre en garde le gouvernement du nouveau départ qui tente de restreindre les libertés fondamentales. Simplification des procédures d'immatriculation des véhicules et suppression de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique. Ce sont là quelques décisions prises par le Conseil des ministres de ce 19 octobre. La CNMON, elle sera remplacée, vous le savez, déjà par un comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre avec un effectif plus réduit. Que retenir maintenant, que dit maintenant des réactions que suscite cette décision? Écoutez. La suppression ou la suspension de cet organe a été pourvue par un autre organe qui va relayer. Et cet organe, dans un souci peut-être d'efficacité, a été réduit en personnel, en charge, en moyens, mais qui va certainement se tabler sur le travail préalablement fait par l'organe suspendu. C'est peut-être par souci d'efficacité que le gouvernement l'a décidé ainsi. Et je pense que il faut observer d'ici quelques semaines pour pouvoir forcément tirer des conclusions. Mais j'analyse que effectivement on stagnait un peu. On stagnait un peu parce qu'à un moment donné, nous, acteurs des médias, je crois que nous nous posions également beaucoup de questions quant à l'effectivité de ce changement de cap dans le milieu audiovisuel numérique au Bénin. À un moment donné, il fallait prendre une décision. La Commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique était à bout de souffle. La preuve, la formation initiée à l'endroit des journalistes, des techniciens pour les préparer à entrer de plein pied avec les rudiments nécessaires pour faire face aux nouveaux défis du numérique. Cette formation est arrêtée depuis, c'est le CESTI qui faisait cette formation, est arrêté depuis. Un certain nombre de projets que devait conduire la CNMAN sont arrêtés. Et l'objectif fixé à la CNMAN, à sa création, c'était de permettre au Bénin d'être au rendez-vous de juin 2015. Donc le Bénin n'a pas été au rendez-vous de juin 2015. On nous avait dit, oui, jusqu'en décembre 2015, que le Bénin pourrait réaliser le passage de l'analogique au numérique. Ça n'a pas été le cas. Et on a encore fini presque toute l'année 2016. Et cette institution a montré que elle ne pouvait plus avancer. Il y a des changements qui se font, il y a des structures qui sont éliminées. Mais la plupart sont éliminées, on sent venir parce que c'est suite à des critiques qui sont portées contre cette structure. Au niveau de la structure de la migration de l'analogique au numérique, on n'a pas eu beaucoup de critiques. Donc on a été un peu surpris. Même au sein des hommes des médias, on avait du mal à lire à avoir de la lisibilité par rapport aux actions que mène cette structure. Quant à son efficacité et la réussite des actions qu'elle menait pour pouvoir atteindre cet objectif. Peut-être que notre gouvernement, on a jugé que la structure était devenue lourde, inutile. On a préféré la remplacer par des personnes dynamiques. Le plus important, c'est d'ici, pour ma part, d'ici 2017, c'est-à-dire en juillet prochain, qu'on saura si le gouvernement a raison d'avoir supprimé cette structure et de l'avoir remplacée par une autre. La fraude foncière est un problème récurrent qui trouble la quiétude des acquéreurs de parcelles dans nos localités.
Pour mettre fin à cette pagaille qui s'observe dans les opérations de lotissement, le Conseil des ministres a décidé le 12 octobre dernier de la suspension des activités de lotissement sur le territoire national. Quelques citoyens se prononcent ici sur cette décision au micro de Laurent Tondeikes et Damien Pedro. Les géomètres qui font les opérations de lotissement tuent ce pays. Ils commencent quelque temps, après ils abandonnent ou bien ce sont les autorités communales qui viennent tout arrêter. Ces géomètres volent les parcelles au point où certains acquéreurs ne retrouvent plus leur domaine. Le cas de Calavi, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas Calavi seul, c'est partout sur le territoire national. Leur sport favori, c'est le vol des parcelles. Nous disons au président Talon que toutes ces initiatives pour régler ce problème sont les bienvenues. Nous le soutenons. Si nous prenons le lotissement de Calavi, vraiment ça ne va pas. Il y a trop d'inégalités concernant le lotissement de Calavi. Et je suis tout à fait d'accord pour la décision que le gouvernement vient de prendre. Si nous laissons l'État prendre ses décisions, faire la chose correctement et bien, et que demain un acquéreur, il achète la parcelle, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne chose. Nos villes départementales n'a pas pour autant fini de résorber ces problèmes. Il est un particulièrement qui préoccupe cette municipalité, c'est la gestion des déchets. Il y a de quoi puisque la ville produit 800 à 1000 tonnes de déchets par jour et elle a beau organiser leur gestion, la ville tarde à avoir un caractère totalement propre. Pourquoi cela? Question pour Koneya Issé, Damien Pedro et Denis Marouya. Cotonou, ville côtière au sud du Bénin, pôle d'attraction, produit entre 800 et 1000 tonnes de déchets par jour. La gestion de ces déchets est assurée par la mairie avec le concours des structures spécialisées qui font la pré-collecte, premier maillon du système de ramassage des ordures dans la ville. La filière est séquencée en 3 maillons. Le premier maillon, c'est la pré-collecte. Cette pré-collecte consiste, disons, au déplacement des déchets des ménages vers des lieux spéciaux que nous appelons les points de regroupement. Nous avons concédé cette partie à des structures non gouvernementales, des ONG de pré-collecte de déchets, qui rentrent directement en contrat avec les ménages. Donc les ONG s'entendent avec les ménages pour voir la fréquence 2 ou 3 fois dans la semaine pour aller chercher les déchets au niveau des ménages. D'abord, c'est déjà un honneur pour quelqu'un, que celui-là soit chez lui, que quelqu'un d'autre vienne lui prendre ses ordures et l'amène quelque part. C'est déjà un honneur, un privilège déjà. Et en plus, je le dis souvent, qu'en faisant ce geste, vous rendez des services à la nation, vous rendez la ville propre et en même temps, vous donnez de l'emploi à vos frères. Malgré les efforts de la mairie et des structures de pré-collecte, la ville tarde à avoir un caractère propre et sain. L'insalubrité règne en maître dans certains quartiers avec des tas d'immondices abandonnés dans les rues, les abords des voies, les grandes artères et par moments sur des places publiques. Plusieurs raisons expliquent ce constat désolant et malpropre que présente la ville de Cotonou. La première, l'incivisme de certains ménages qui refusent de s'abonner aux structures de pré-collecte de déchets. Il faut reconnaître que la population de Cotonou est un peu têtue. Et depuis, ça fait 20 ans au moins que les structures de pré-collecte sont réparties dans toute la ville. Malgré cela, les gens continuent encore à déposer des ordures sur les terre-pleins, surtout les usagers du marché, de nos marchés secondaires. Nous sensibilisons les usagers, nous les menaçons parfois. Nous disons aux boutiques qui s'ouvrent sur les rues et que si nous trouvons des déchets sur les TPC devant leurs boutiques, ils risquent la fermeture. Et pourtant, l'incivisme continue. Je crois qu'il faudrait que nous allons à un cap un peu plus au-dessus, la répression. L'autre raison, c'est le comportement de certaines structures de pré-collecte qui ne respectent ni les engagements pris avec les ménages, ni les points de regroupement mis en place par la mairie pour le déchargement des déchets collectés. En réalité, les structures qui sont organisées ne vont plus dans les endroits où vous êtes en train d'indiquer. C'est parce que il y a certains illégaux, nous appelons ces illégaux, ceux-là qui mettent des charrettes de fortune avec des tôles, tout cela. Bon, eux, ils n'ont pas le droit de venir à cette parce que ne sont pas reconnus par la mairie. C'est ceux-là qui continuent à aller jeter dans les endroits dont
Vous voyez souvent l'aspect là. L'autorité communale invite ces structures à la discipline. La mairie n'intervient pas forcément directement dans la sanction des ONG. C'est la structure fêtière qu'est la COGIDA qui essaie de discipliner ces ONG. Et c'est en cas, disons, de persistance de la défaillance de ces ONG, que, en accord avec la COGIDA, la mairie essaie de voir comment remplacer cette ONG dans ce secteur. La propriété de la ville de Cotonou est l'affaire de tous ses habitants et non seulement des autorités communales et gouvernementales. L'actualité sur le continent à présent, le président nigérien Muhammadu Buhari a rencontré ce mercredi les 21 filles de Chibok libérées récemment par Boko Haram. Il leur a promis à l'occasion de tout faire pour que soient relâchés leurs camarades encore retenus prisonniers par le groupe djihadiste. Je vous propose d'entendre quelques déclarations faites au cours de cette rencontre. Nous allons redoubler d'efforts pour tenir notre promesse et faire en sorte que le reste des filles puissent rentrer chez elles. Les premiers pas ont été faits et le gouvernement va maintenir ses efforts jusqu'à ce que toutes les filles soient en sécurité. Les 21 filles auront accès à une attention et un soutien médical, nutritionnel et psychologique adéquat. Nous sommes heureuses de voir ce jour merveilleux parce que nous ne savons pas qu'on allait un jour revenir et être des membres de la République fédérale du Nigeria. Grâce à Dieu, nous sommes ensemble. Nous remercions Dieu pour son amour. Ce jeudi à Abidjan, les membres réunis dans un front de refus ont manifesté contre le projet de nouvelle constitution, un rassemblement ponctué par des tirs de gaz lacrymogènes et des arrestations. La situation est tendue dans la capitale économique ivoirienne car le pays va décider le 30 octobre prochain par référendum si oui ou non il adopte la nouvelle constitution. Commentaire. Ce jeudi matin à Abidjan, un mouvement de l'opposition ivoirienne manifestant contre le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire a été dispersé par les éléments de la police anti-émeute. Après avoir prévenu les opposants que la marche de protestation n'était pas autorisée, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et arrêté plusieurs leaders et élus sur la place de manifestation. Parmi les personnes interpellées figure Aboudraman de l'aile dure du Front populaire ivoirien créé par l'ancien président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, Daniel Boni Claverie, une ancienne ministre, Kona Kwadio Siméon, ancien candidat à la présidentielle, et Nyambo Kakou, un député indépendant. Cette frange de l'opposition réclame le retrait pur et simple du projet de constitution qu'elle qualifie de funeste et dangereux pour la Côte d'Ivoire. Le projet de nouvelle constitution sera soumis à un référendum le 30 octobre prochain. Il faut dire qu'aux dernières nouvelles, ces leaders de l'opposition ont été relâchés. Cela se passait il y a 30 ans, le décès du premier président de Mozambique, Ilano Samora Machel. Il avait rendu l'âme dans un accident d'avion. C'était l'événement de la nuit dernière aux États-Unis d'Amérique. Le troisième et dernier débat télévisé de la présidentielle, ce face-à-face passe-dame, a été marqué par le suspense que Trump a voulu entretenir au sujet de son acceptation des résultats du scrutin du 8 novembre prochain. Je vous propose maintenant les réactions des camps des deux candidats. J'ai été stupéfait par le fait que Trump n'accepterait pas le résultat. Quand la campagne a débuté et qu'ils étaient 17, tous ont dit qu'ils soutiendraient le candidat investi, sauf lui. S'il ne gagne pas, alors c'est truqué. Il ne veut pas jouer selon les règles, juste les siennes. Il a été très bon ce soir. Il a remporté ce débat sur les questions importantes pour les gens comme l'immigration. Aucun doute là-dessus. Il a été clair et ferme. Il propose une politique que les Américains attendent depuis 30 ans. Je crois que c'était très bien car il a été davantage question de ce qui intéresse les gens. Ils n'ont pas par contre toujours parlé d'indépendance énergétique qui est mon truc. Donc je souhaite que pendant les 20 prochains jours, les candidats parlent de l'importance de développer les ressources que Dieu nous a données pour que l'on ne soit plus dépendant de l'OPEP ou de qui que ce soit.
Du sport pour mettre fin à cette édition, on connaît depuis hier les compositions des 4 groupes de la CAN 2017. Voici celle du groupe de la mort, la poule B, Algérie, Tunisie, Sénégal et Zimbabwe. Le pays organisateur est dans le groupe A avec le Cameroun, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Coup d'envoi de la CAN gabonaise le 14 janvier 2017. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre attention et à demain.